Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Votre invité politique Jean-François Aquili ce matin sur Sud Radio, c'est Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Les sénateurs ont suspendu la suspension de la réforme des retraites, on va dire ils l'ont enterrée, mais les députés vont la rétablir. Maude Bréjon, vous êtes consciente que plus personne aujourd'hui dans ce pays, chez les Français, plus personne ne comprend rien de ce qui se passe au Parlement avec ce budget? C'est mon rôle d'essayer de l'expliquer. On a eu une première lecture à l'Assemblée nationale, il y a eu une première lecture au Sénat. C'est des moments où les groupes politiques, et c'est bien légitime, défendent leur position, plantent parfois des drapeaux. Et donc l'Assemblée nationale a porté ses positions et le Sénat, la droite sénatoriale, l'a fait aussi. On va arriver dans une semaine à un moment clé, décisif, qui va être celui du compromis final, et notamment sur le budget de la sécurité sociale qui comprend la réforme des retraites. Et donc c'est dans les 10-15 jours à venir que tout se joue. Vous vous rendez compte qu'il y a des Français qui se demandent là, qui doivent partir à la retraite en 2026. Oui. Ce qui va se passer, ils ne savent pas s'ils peuvent partir de suite, s'il faut attendre 1-2 trimestres de plus. C'est compliqué aujourd'hui cette histoire. C'est compliqué, oui. c'est le processus parlementaire qui veut ça, et c'est lié à la décision du Premier ministre de ne pas utiliser le 49.3. On laisse libre cours au débat parlementaire. C'est vrai que c'est plus compliqué à expliquer, mais c'est aussi ça... la démocratie et le débat parlementaire. J'entends bien, Maude Bréjon, vous faites ce que vous pouvez, mais regardez le vote du volet recette du budget. Un seul vote pour, et tout le monde, y compris dans votre famille politique, c'est soit abstenu, soit voté contre. Mais c'est incompréhensible. Et à l'inverse, je vous dirais que le volet recette, comme vous dites, du projet de loi de finances de la sécurité sociale a été adopté à l'Assemblée nationale. C'est bien la preuve que, je vais vous dire, je sais que c'est compliqué, je sais que ça prend du temps, c'est des débats qui sont complexes, c'est des processus parlementaires qui ne sont pas faciles à expliquer à la télé ou à la radio. Mais encore une fois, c'est le débat parlementaire français. Et moi, je pense qu'à la fin, nous arriverons à trouver un compromis. Je pense qu'il y a une majorité absolue de députés qui veulent qu'on y arrive. 27 jours avant le 23 décembre, date butoir. Après, c'est fini. Après, c'est une loi spéciale, les ordonnances, c'est ce que vous voulez. Il ne reste que moins de 4 semaines. Ça ne rentrera pas, Maude Bréjon. Il n'y a pas d'alternative au compromis parlementaire. Et tous ceux qui spéculent sur... Même ça, c'est une injonction, ça. Non. Tous ceux qui spéculent sur la loi spéciale, les ordonnances, le retour par la fenêtre du 49.3, le font pour éviter d'aller au vote. On est dans un moment de grande clarification. Et les parlementaires vont devoir se positionner. Vous savez, moi, je regarde tous les jours ce qui se passe à l'Assemblée et au Sénat. Oui. Et contrairement à l'antiparlementarisme primaire qu'on peut entendre ici ou là, je vois des députés qui ont envie qu'on y arrive. Qui gouverne aujourd'hui ? Je pense qu'on y arrivera. C'est Sébastien Lecornu ou c'est Olivier Faure du Parti Socialiste ? Sébastien Lecornu travaillant avec l'ensemble des groupes parlementaires, avec Olivier Faure, avec Laurent Wauquiez, avec Gabriel Attal, avec le groupe d'Édouard Philippe, avec le groupe de François Bayrou, pour trouver un point de convergence commun. Encore une fois, on peut penser ce qu'on veut de cette Assemblée nationale, c'est les Français qui l'ont choisi. Et donc on fait avec l'Assemblée nationale que les Français ont voulu, et on travaille avec les députés qui souhaitent l'ordre, encore une fois, et le compromis. Maude Bréjon, c'est dans ce contexte que nous apprenons que le gouvernement va plancher sur des scénarios de baisse des prix de l'électricité. Vous confirmez ? Oui, parce que tout ne peut pas attendre 2027. Et j'entends cette petite musique qui voudrait que nous serions condamnés à l'immobilisme. Nous ne sommes pas condamnés à l'immobilisme. Il y a des sujets comme l'énergie, comme la défense, comme la sécurité, qui nécessitent qu'on s'y attelle. Les fameuses priorités de Sébastien Lecornu. Et l'énergie en est évidemment une. L'énergie, c'est les factures des Français qui nous écoutent en ce moment, c'est la facture des boulangers dont on a longtemps parlé, c'est l'écologie, c'est le pouvoir d'achat, et donc on doit continuer, on n'a pas de temps à perdre. Les particuliers, les entreprises, la facture est appelée à baisser. Les entreprises, ça s'inscrit dans un cadre global l'année prochaine, et donc c'est une réflexion qui est intégrée au budget, et donc au budget 2026, mais qui va plus loin que la seule question du pouvoir d'achat. Il y a encore une fois derrière un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu d'écologie, de développement du nucléaire qu'on porte depuis plusieurs années, de développement des énergies renouvelables, et c'est ce qui, à la fin, permet de faire en sorte que les Français paient un peu moins cher.
avec des factures dont on sait bien qu'elles sont, pour un certain nombre de familles, difficiles à assumer. Donc à la vous fin du confirmez mois. ce matin qu'il y aura effectivement, dans les prochains mois, une baisse de la facture électrique des Français? Ça va dépendre de la fin du débat budgétaire, mais je le redis, le Premier ministre a demandé à Roland Lescure, qui est ministre de l'économie, de faire des propositions concrètes pour que la facture des Français, pour que la facture des entrepreneurs, des commerçants puisse baisser l'année prochaine. L'ancienne ministre Agnès Pannier-Runacher, qui était à votre place ici même hier matin, a dit qu'il suffisait d'optimiser le parc nucléaire actuel, de le faire marcher à plein régime pour mieux produire moins cher et faire baisser la facture des Français. Vous confirmez aussi ? Le parc nucléaire, non mais le parc nucléaire a un taux de disponibilité qui s'est amélioré ces dernières années. Il y a parfois des centrales, des réacteurs, pardonnez-moi, qui sont à l'arrêt pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des enjeux de maintenance, parce que prolonger la durée de vie de réacteurs en place, ça demande un certain nombre de travaux, ça prend parfois du temps. Moi j'ai travaillé, vous savez, chez EDF pendant 8 ans et je sais qu'on a, voilà, encore une fois, des techniciens, des ingénieurs qui ne comptent pas leurs heures et qui travaillent avec beaucoup de courage et beaucoup de professionnalisme pour faire en sorte que ce parc nucléaire puisse produire autant que possible. Donc vous confirmez ce matin baisse possible de la facture des Français dans les mois qui viennent, on va dire. Oui, pour le budget 2026. Et oui ou non, 7 400 000 Français vont-ils payer plus cher leur taxe foncière? Il y a une discussion qui est aujourd'hui en cours avec les élus locaux. Il faut que les Français comprennent une chose. Cette hausse de la taxe foncière, qui en fait résulte d'une mise à jour de la base actuelle, ne bénéficie pas à l'État. Ça bénéficie aux élus locaux. Et donc c'est aux élus locaux, dans le cadre des concertations qui sont actuellement en cours avec Bercy, de dire si oui ou non ils souhaitent que cette hausse soit maintenue. J'ai une deuxième précision à apporter. Aujourd'hui, certains logements français sont mis à jour dans les bases de Bercy, d'autres ne le sont pas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour 2 biens immobiliers identiques, vous pouvez avoir une taxe foncière différente. Vous voyez bien que ça me pose un sujet d'équité fiscale. Et donc, les discussions se poursuivent. On se réserve le droit de suspendre cette mesure si les élus locaux nous le demandent. Ce n'est pas le moment, a dit le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. En tout cas, il y a eu une incompréhension autour de cette mesure. J'ai eu l'occasion de le dire. On a probablement manqué de précision. Je sais que ça a interpellé beaucoup de Français. 7 millions de foyers, c'est beaucoup. 65 € en moyenne, c'est beaucoup. Et donc, je ne balais pas ces interrogations d'un revers de main. Et j'espère que on arrivera à une solution plus acceptable, parce qu'encore une fois, on parle du pouvoir d'achat des Français. Et 65 €, je le redis, je sais que c'est beaucoup. Vous évoquiez l'énergie à l'instant, Maude Bréjon. À quand la publication du décret pour mettre en route la fameuse PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, que tout le monde attend, hein? Oui, alors que tout le monde attend, pardonnez-moi, que tout le monde attend, mais qui n'a jamais trouvé de majorité ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Donc moi je veux bien qu'on nous dise que tout le monde l'attend, mais aujourd'hui il n'y a aucun consensus parlementaire pour arriver à un texte. C'est comme le budget, pour arriver à un texte commun. Je pense que c'est peut-être même pire. Pourquoi? Parce que vous avez une partie de la gauche qui refuse aujourd'hui d'avancer sur le nucléaire et qui s'oppose de façon dogmatique au nucléaire, et parce que vous avez le Rassemblement national qui s'oppose lui de façon complètement dogmatique aux énergies renouvelables. Donc on voit bien que ça ne tient pas. Nous, notre philosophie n'a pas changé. On a besoin des deux si on veut sortir des énergies fossiles, et ce sera bon pour les factures des Français. On a besoin des énergies renouvelables, on a besoin de l'énergie nucléaire. Et donc on va continuer à discuter avec les forces politiques, mais j'espère que les uns et les autres finiront par se rendre à l'évidence. Nous n'avons pas d'autre alternative, et quand j'entends Madame Le Pen faire ses diatribes anti-énergie renouvelable, elle choisit en réalité le gaz russe de Monsieur Poutine ou le gaz algérien de Monsieur Tebboune. Refuser les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est faire le choix du gaz russe et du gaz algérien. C'est un choix politique. C'est ce que vous dites de Marine Le Pen c'est un choix politique, mais il faut l'assumer. C'est extrêmement factuel. Si vous vous privez d'une ressource énergétique telle que celle des énergies renouvelables, vous devez alors en choisir d'autres. Il n'y a pas 40 options possibles. Cette PPE, c'est pas avant Noël. Ce sera au Premier ministre de le dire, mais aujourd'hui, on a encore besoin de mener des discussions et des consultations, parce qu'on voit bien qu'on a un contexte politique qui est
très compliqué. Et puis le Premier ministre a certains sujets relatifs à l'énergie qu'il veut travailler. Je pense par exemple au développement des énergies renouvelables dans les Outre-mer, qui aujourd'hui sont grandement dépendants des énergies fossiles et avec des potentiels de développement importants. Ça fait beaucoup d'incertitudes, hein, Maude Bréjean, sur beaucoup de sujets. Oui, mais c'est des sujets complexes qui demandent du travail. Bon. Une programmation pluriannuelle de l'énergie, ça engage la France sur des choses extrêmement importantes. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. D'un mot, que dites-vous de Shein? Je sais qu'il y a l'État qui réclame devant le tribunal judiciaire de Paris la suspension de la plateforme pour 3 mois. Est-ce que cela suffit? Nous verrons bien ce que dira la justice. Est-ce qu'il faut tout simplement arrêter définitivement cette plateforme Shein en France? En tout cas, le Far West qu'on a pu observer sur ces plateformes est insupportable et a choqué, je crois, beaucoup de Françaises et de Français, et moi y compris. On a eu une réaction extrêmement rapide de l'État, le retrait des produits illégaux et non conformes de Chine dans les heures qui ont suivi, il y a 2 ou 3 semaines de ça. Il y a des procédures judiciaires qui ont été engagées et nous on demande une suspension de 3 mois avec des conditions strictes, assorties. L'objectif c'est pas de s'opposer au commerce pour s'opposer au commerce, et on sait bien par ailleurs que beaucoup de Français commandent sur ces plateformes. Ce qu'on dit c'est que les produits qui sont vendus doivent être évidemment légaux, évidemment conformes, et ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et en parallèle, on doit, et c'est ce qu'on fait dans le budget, mettre un certain nombre de garde-fous, et notamment avec des taxes spécifiques sur les petits colis, vous en avez probablement parlé, pour protéger les commerçants français. Maude Bréjean, Laurent Wauquiez qui dépose une proposition de loi pour interdire le port du voile pour les jeunes femmes mineures. Vous dites oui? On a des doutes sur la constitutionnalité de cette mesure. On a des doutes sur l'applicabilité de cette mesure. J'ai souvenir qu'il y a quelques mois, Gabriel Attal, mon président de parti, avait fait une proposition similaire. Il y a moins de 15 ans. Et qu'à l'époque, Gérard Larcher avait lui-même qualifié cette proposition d'inapplicable. Donc je pense qu'il faut que les forces politiques du socle commun se parlent. En tout état de cause, je le redis, nous avons des gros doutes sur la constitutionnalité. Et par ailleurs, la priorité du gouvernement pour les semaines à venir, c'est le budget. Mais Laurent Wauquiez aura un temps législatif dédié en janvier, puisqu'il a une niche, ce qu'on appelle une niche parlementaire, à savoir une journée où il peut choisir les textes qu'il veut voir inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et donc à ce moment-là, s'il souhaite l'inscrire, l'Assemblée nationale pourra évidemment en débattre. Trump, lui, pendant ce temps, aux États-Unis, veut interdire les frères musulmans. C'est carré, c'est clair. C'est possible en France, selon vous? Nous, on a encore une fois eu une position extrêmement claire avec la loi contre le séparatisme. Les préfets, et je les salue ce matin, font un travail absolument remarquable. Je peux en attester dans mon département des Hauts-de-Seine où Alexandre Brugère mène un travail pied à pied contre l'entrisme, contre le séparatisme, avec des structures qui, lorsque c'est nécessaire, sont fermées avec des décisions de justice assorties. Et donc c'est ce travail-là qu'on doit continuer à mener. Et il est bien plus difficile que des décisions brutes d'interdiction du voile ou pas d'interdiction du voile. Maude Bréjean, vous avez vu le sondage Odoxa, hein, Jordan Bardella, vainqueur tous azimuts, quel que soit le scénario, y compris face à Édouard Philippe au 2e tour d'une élection présidentielle s'il avait lieu ce dimanche. Que dites-vous ce matin? Ça doit être un électrochoc, ça doit provoquer un électrochoc chez l'ensemble des responsables politiques du socle commun, de Renaissance, du Modem, d'Horizon et de LR. Nous n'avons pas d'autre choix que la dynamique unitaire. Nous n'avons pas d'autre choix qu'avoir un candidat commun et unique à l'élection présidentielle. Vous le prenez au sérieux, ce sondage? Parce que je le prends évidemment au sérieux. Vous dites pas c'est un sondage, ça changera. Il confirme les sondages précédents. Je ne suis pas aveugle, je vois bien ce qui se passe. Et donc moi je dis, et je continuerai à le dire, à Gabriel Attal, à Édouard Philippe, à Bruno Retailleau, entendez-vous. Et ceux qui refuseront cette dynamique, encore une fois, d'unité absolument nécessaire, auront une responsabilité majeure devant les Français si Jordan Bardella accède à la présidence de la République. D'Attal à Retailleau, vous dites qu'il faut un candidat unique, sinon c'est perdu. Il faut un candidat unique de Gabriel Attal à Bruno Retailleau. Vous savez, on gouverne ensemble depuis 1 an et demi. On a montré qu'on arrivait à s'entendre lorsque c'était nécessaire, qu'on avait des points de convergence plus importants que nos points de divergence.
convergence et ça doit évidemment continuer en 2027. Moi, je ne sais pas expliquer à nos électeurs que nous leur laissons le choix d'un second tour entre M. Mélenchon et M. Bardella. Sinon, Voilà. c'est L'histoire nous jugera sans durement. candidat unique, il y aura donc Jordan Bardella à vos yeux. Sans candidat unique, l'ensemble des candidats pourront regarder le débat du second tour depuis leur canapé. Merci à vous, Maude Bréjon. Merci. Merci. Merci Jean-François Aquili et Maude Bréjon. Tiens, ça vous intéresse. 0826 300 300. Ce qu'a dit Maude Bréjon en fait à l'instant. Est-ce qu'il faut un candidat unique d'Attal à Retailleau ou est-ce que vous pensez qu'il faut... Ah oui, parce qu'il y en a certains qui pensent de Retailleau à Bardella, puisque Bardella justement est en tête des sondages. C'est aussi ce que disent certains à droite. J'aimerais vous entendre. Est-ce que vous croyez d'ailleurs au sondage? Vous avez la parole, 0826 300 300. Est-ce que vous croyez aussi à une vraie baisse des prix de l'énergie, comme on l'a évoqué en fait à l'instant? Et puis il y a des sujets qui vous font peut-être réagir dans l'actualité. Aujourd'hui, on a parlé de ces places de stationnement qui vont être interdites dans les villes imposées par la loi. Les maires ne savent plus comment faire près des passages piétons à moins de 5 mètres. Et puis il y a encore aussi, je sais, il y a des auditeurs qui ont réagi tout à l'heure sur ces histoires quand même d'employés qui sont obligés de déménager. À Marseille, des travailleurs sociaux qui ne peuvent pas rester là où ils étaient dans une maison départementale à cause des trafiquants de drogue. À Paris, à Aubervilliers, 2000 salariés de BNP Paribas qui vont retourner dans les quartiers ouest parce qu'à Aubervilliers, il y avait les trafiquants de drogue juste à côté. Il y avait des gens restés en télétravail chez eux. Ils n'allaient plus en fait au boulot à cause évidemment du marché du crack à ciel ouvert. Voilà où nous en sommes. Vous pouvez réagir. Est-ce qu'il faudrait rétablir la sécurité avant d'implanter ces entreprises? Et je me souviens en fait de la SNCF. Je l'ai déjà dit ce matin. On disait aux gens de la SNCF à côté du Grand Stade, surtout le midi, vous laissez votre carte bleue quand vous sortez si vous allez manger dans un resto à côté et aucun objet de valeur. 0826 300 300.